vous faire cette présentation pendant à peu près 1 heure et puis à l'issue de la présentation, on restera un petit peu connecté si jamais vous avez des questions particulières à nous poser. Dans tous les cas, on vous donnera nos coordonnées respectives si jamais vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions. Bien entendu, c'est sans engagement de votre part. De toute manière, voilà, on est là pour vous donner quelques informations. L'objet de cette présentation, ça va être de vous expliquer de quelle manière ADCIA peut vous accompagner dans la recherche de financement RSE. Et comme on a Monsieur Chauvet pour nous parler de photovoltaïque, on en profitera pour s'en servir d'exemple de la manière dont on peut vous accompagner sur vos projets RSE. Alors, j'ai volontairement pris cette question de Allô, vous faites quoi chez ADCIA? Parce que c'est vraiment comme ça que m'a été posée la question par plusieurs clients d'ADCIA. Et oui, on est un cabinet d'expertise comptable, donc j'en ai certains très ironiquement ou sarcastiquement, je ne sais pas, qui m'ont dit oui, vous êtes comptable, est-ce que vous pouvez au moins m'aider à trouver de l'argent pour mes projets? Alors, je vais vous répondre tout de suite, oui, c'est l'objet de cette présentation. J'ai pris cette photo parce que bah, on va bientôt rentrer dans le thème de Noël. Et forcément, bah, j'ai déjà dit que on allait pouvoir vous aider. C'est pas du tout le petit cadeau qu'on aura à la fin à vous faire, hein. C'est comme si je vous disais le Père Noël va passer cette année. Oui, on le sait tous. Ce que vous savez pas, c'est ce que je vais vous dire à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin pour la cerise sur le gâteau. Alors, j'en profite pour dire que les clients d'ADCIA ne ressemblent pas à ça, hein. C'est non contractuel, on est bien d'accord. Donc, nous sommes au 3e webinaire d'ADCIA, puisque j'en ai fait 2 précédemment, un en septembre et un au mois d'octobre. Le premier concernait la conformité réglementaire et j'avais fait une introduction sur c'est quoi l'effet de serre additionnel. Donc, petit rappel, hein, l'effet de serre additionnel, on en parle parce que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel. Donc, on l'expérimente régulièrement d'ailleurs. Suffit de penser à une journée à la plage, on rentre dans l'habitacle de sa voiture, elle était en plein soleil, bah, du coup il fait plus chaud dans la voiture que dehors, parce qu'en fait les rayons du soleil sont restés bloqués à l'intérieur de l'habitacle. C'est une forme d'effet de serre. Simplement l'effet de serre à l'échelle planétaire, bah, c'est le soleil qui rentre dans l'atmosphère et qui reste piégé par l'atmosphère à l'intérieur à l'intérieur de la planète, enfin à l'intérieur de l'atmosphère, et ça permet de tenir la température de la planète à des températures vivables. Le problème de l'effet de serre, c'est donc pas l'effet de serre, puisque sans ça, on ne pourrait pas vivre. Il ferait moins 12 degrés partout. Le sujet, c'est l'effet de serre additionnel qui est causé par l'ensemble des gaz à effet de serre qu'on peut émettre dans l'atmosphère et qui vont amplifier ce phénomène de capture des rayons du soleil et donc amplifier le réchauffement. Dans le second webinaire où on a parlé de la RSE dans le BTP, j'avais précisé que dans les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs sortes et qu'on exprime tout en équivalent CO2. Et j'avais pris cette image en fait de l'huile dans l'eau pour dire voilà, les gaz à effet de serre, le problème c'est que quand ils arrivent dans l'atmosphère, ils sont très difficiles à diluer. C'est un petit peu comme quand on met de l'huile dans l'eau. C'est une image bien sûr, mais c'est pour dire qu'une fois que les gaz sont là, ils mettent beaucoup de temps à être évacués naturellement. Et du coup, bah, ça reste en suspension. Donc, on prend souvent le CO2 comme exemple, puisqu'on sait que le CO2, ça met à peu près 100 à 200 ans pour être évacué de moitié. Donc, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des gaz à effet de serre qui ont été émis par Napoléon, et puis aussi les nôtres. Donc, ça veut dire que demain, nos enfants ou nos petits-enfants, ils auront les gaz à effet de serre de Napoléon, plus les nôtres, plus les leurs. Pensez, s'il vous plaît, à couper vos micros, parce que j'entends certains d'entre vous. C'est très gentil pour les commentaires, mais ça parasite un peu les explications. Merci. Donc, il y a plusieurs sortes de gaz à effet de serre. Le CO2, dont je viens de parler, mais il y a aussi le méthane, le protoxyde d'azote, qui ont des durées de vie qui sont encore différentes, hein, 120 ans, 150 ans pour se diviser de moitié, avec un potentiel de réchauffement aussi qui va varier. Donc, pour simplifier les choses, on exprime tout en équivalent CO2. Comme ça permet de faciliter la lecture et c'est pour ça qu'on parle dans des biais de langage de dioxyde de carbone, d'empreinte carbone, etc. En réalité, on fait référence à des équivalents CO2 et donc avec un mélange de toutes sortes de gaz à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre
qu'on émet sont essentiellement liés à notre consommation d'énergie. Alors, il y a plein de sortes de types d'énergie qu'on utilise. D'abord, la plus ancienne, celle qui consiste à faire brûler du bois ou des végétaux. Ça remonte à 400 000 ans avant notre ère, donc celle-là, on la connaît bien. J'ai pas mis aussi le charbon, parce que ça ressemble un petit peu à faire brûler du bois, mis à part qu'on va faire brûler des fossiles végétaux qui ont plusieurs centaines de milliers d'années. Mais le résultat est à peu près le même que de faire un barbecue, donc on peut illustrer avec l'image de gauche. On a découvert en 1800 l'électricité alternative, donc j'ai illustré avec cette dynamo sur le vélo. Et puis en 1806, on a découvert le principe du moteur thermique avec le fait de faire brûler des dérivés du pétrole comme le diesel ou le sans-plomb. Ce qui est intéressant, c'est de voir la marge entre les moins 1800 ans et puis non, les moins 400 000 ans, pardon, et puis les 200 ans qui sont beaucoup plus récents, les deux derniers deux siècles en fait. Ce qui est aussi intéressant de noter dans ces deux images-là, c'est que l'image de droite et l'image de gauche, on se rend compte que produire de l'énergie, ça fait de la fumée, donc des gaz à effet de serre, et puis aussi des particules, des microparticules. Suffit de faire un barbecue chez soi, on sait que ça va faire de la fumée, c'est facile, donc on va éviter de la respirer. Et puis en plus, ça va faire des petites cendres, etc. Donc on va dire que ça, c'est des particules, même si on les voit, alors que les microparticules, on ne les voit pas en temps normal. Donc, de réputation, on sait que faire brûler du charbon, du bois ou du pétrole, ça émet des gaz à effet de serre et c'est pas très agréable. Et c'est dangereux pour la planète, je viens de l'expliquer. Celle du milieu, il n'y a pas de fumée, donc on aurait tendance à s'imaginer que l'électricité, c'est bien, ça pollue pas. D'ailleurs, historiquement, on a tendance à dire que c'est la fée électricité, mais vous allez voir qu'en fait, c'est une méconnaissance des dispositifs pour produire de l'électricité. Donc, c'est là où je vais revenir un petit peu aujourd'hui, en vous disant, cette électricité qu'on sait produire depuis 200 ans, elle est produite tout le temps de la même façon quasiment. C'est-à-dire que c'est un aimant, c'est l'image en haut, c'est un aimant qui bouge dans une bobine de cuivre, excusez-moi, de cuivre, et ça fait du courant alternatif. Toute la question, c'est comment on va faire bouger cet aimant. Et le meilleur principe qu'on ait, c'est l'image en bas à gauche, c'est de faire tourner une roue qui va faire bouger l'aimant, qui va faire tourner l'aimant dans la bobine, et c'est ça qui produit l'électricité. Donc, c'est toujours le même phénomène que la dynamo que je vous ai montré tout à l'heure sur un vélo. L'idée, c'est comment on fait tourner cette roue pour faire bouger l'aimant dans la bobine. Donc, il y a le vélo, on va pédaler. On va aussi utiliser beaucoup la vapeur d'eau. Donc, l'image n'est pas animée, mais voilà, ça va être le principe de faire chauffer de l'eau dans une marmite qui va faire de la vapeur. Et cette vapeur, on la récupère et ça fait tourner la bobine. Ça fait tourner la roue qui va faire activer la bobine. La question, c'est comment on va chauffer cette eau pour faire de la vapeur. Et c'est là que va rentrer en ligne de compte des énergies qui sont quand même fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. Donc, on a beau produire l'électricité qui ne fait pas de fumée, en réalité, dans beaucoup de pays, c'est encore une réalité. On va utiliser du charbon pour produire l'électricité. Donc, ça reste une énergie fossile indirectement. En France, on a la particularité d'avoir beaucoup d'énergie nucléaire. Donc, je ne vais pas revenir sur le débat parce que c'est extrêmement clivant et très long. Il faudrait faire des heures et des heures de webinaire pour ça. Mais le nucléaire, ça ne va pas émettre de fumée, mais il n'empêche que ça va émettre d'autres sortes de déchets. Et puis qu'une enceinte nucléaire en tant que telle va elle-même utiliser des énergies fossiles pour pouvoir fonctionner, ne serait-ce que pour transporter les salariés jusqu'au travail. Donc ça reste une énergie qui n'est pas neutre en dioxyde de carbone, même si c'est indirect. Donc tous ces types de ressources vont faire chauffer la marmite qui va produire de la vapeur qui va faire tourner la roue. On a d'autres façons de faire tourner cette roue qu'on voit de plus en plus apparaître, l'éolien. Voilà, on fait tourner une éolienne qui va animer cette bobine. Et puis, on a l'hydraulique aussi. Donc là, au lieu d'être de la vapeur, ça va être carrément la force de l'eau qui va faire tourner la roue. Mais on reste toujours sur le même principe. Au final, les vraies innovations, entre guillemets, ça va être la capacité de transformer de l'énergie apportée par la lumière du soleil en électricité. Donc ça, c'est le photovoltaïque.
c'est aussi une autre façon de produire de l'électricité. Et soit dit en passant, ça a été découvert par Antoine Becquerel en 1839. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis un petit moment, même si ça s'industrialise que depuis un demi-siècle ou un siècle, on va dire. Donc, ça a été découvert il y a longtemps et pourtant, l'énergie photovoltaïque reste encore anecdotique aujourd'hui. Alors, je fais un petit clin d'œil à ce livre de Jean-Marc Jancovici, qui est une BD. Donc, c'est des extraits de sa BD. C'est un petit peu flou, je m'en excuse. Mais j'ai trouvé l'illustration intéressante. En haut à gauche, vous voyez le graphique, c'est l'évolution de toutes les ressources énergétiques qu'on utilise depuis un siècle et demi. Donc, on voit la petite ligne en bas à gauche que on a un petit peu arrêté d'utiliser le bois de chauffage notamment. Par contre, le charbon a tendance à être assez stable toutes ces années, c'est à l'échelle mondiale, hein. Ensuite, le pétrole a beaucoup explosé dans les années 50, 70, 80. Depuis, ça a tendance à être un peu fluctuant, mais majoritairement, on aurait tendance à penser que c'est un petit peu stable. Le gaz suit à peu près la même ligne. L'hydroélectrique a tendance à augmenter. Et puis tout en haut, vous avez les énergies renouvelables, entre guillemets, plus évidemment inclus le photovoltaïque. Donc vous voyez que finalement, on a tendance à empiler toutes ces énergies et pas à les remplacer. Et je trouve que ça recoupe bien avec ce que j'avais dit la dernière fois sur la stratégie nationale bas carbone, où je vous avais illustré que finalement, il faudrait réduire tellement les émissions de gaz à effet de serre qu'en fait, si on mettait toutes nos émissions de gaz à effet de serre dans une bouteille, eh ben, il faudrait que on réduise tellement qu'à la fin, il vous resterait quasiment que l'équivalent du bouchon de la bouteille que vous auriez le droit d'émettre en CO2. Donc, on est à peu près sur les mêmes proportions là, si vous regardez. Il faudrait presque supprimer toutes les autres sortes d'énergie et garder que le photovoltaïque pour arriver à atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. C'est d'autant plus périlleux à atteindre que dans le livre, ils utilisent l'image de dire qu'on est tous des Ironman aujourd'hui en termes de consommation d'énergie. Simplement, on s'en rend plus compte. Des Ironman au sens puissance énergétique, pouvoir de faire des choses dont on se rend plus compte. C'est-à-dire, j'achète un jean, peu importe la marque, il n'empêche que, oui, je vais utiliser ma machine à laver, hein, ça paraît évident pour l'entretenir, mais en réalité, pour fabriquer ce jean et en transporter les matières premières et même le jean terminé jusque chez moi, finalement, il y a plein d'autres sortes d'énergie qui vont rentrer en ligne de compte, de l'extraction minière, de l'agriculture avec le coton, mais aussi l'utilisation de moyens de communication, par exemple, pour recommander mon jean sur un réseau social ou Internet. Et l'avoir transporté jusque chez moi. Et puis, il y a aussi tout ce que je dois avoir fait en parallèle ou que les fabricants du jean vont avoir fait en parallèle, hein. Peut-être qu'il y a des gens dans l'usine de jeans qui vont utiliser des ascenseurs. Les gens vont manger, hein, les gens qui fabriquent ces jeans. Donc, tout ça, indirectement, fait qu'on utilise, juste en achetant un jean, une énorme quantité d'énergie et qui n'est pas du tout renouvelable, mais qui est relativement fossile, puisque les jeans, la culture de coton ne se fait pas en France. Donc la question maintenant, c'est tout l'enjeu de répondre à cette stratégie nationale bas carbone et de pouvoir remplacer au maximum, au moins sur le territoire, ces consommations d'énergie par des énergies renouvelables telles que le photovoltaïque. Donc c'est comme ça qu'on voit bouger beaucoup de choses en termes réglementaires dernièrement. Et notamment avec la loi climat résilience et puis dernièrement la loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors l'objet de ce webinaire n'est pas de faire un état des lieux réglementaire du photovoltaïque, mais juste un résumé. Donc pour résumer, ce que je vous dirais, c'est que depuis le mois d'août 2021 a été votée la loi climat et résilience qui va obliger à l'installation de panneaux photovoltaïques ou de toits végétalisés sur les nouvelles constructions, les extensions de bâtiments et les rénovations lourdes. Ça va toucher essentiellement des constructions dites existantes où on va ajouter des modifications ou alors les nouvelles constructions. Donc sur les constructions existantes, ça concerne les bâtiments à usage artisanal, commercial, industriel, les entrepôts, les hangars, les bâtiments à usage administratif, les bureaux,
les hôpitaux, les équipements sportifs, les équipements de loisirs, les scolaires, les universités, mais aussi les parkings. Donc, la loi est assez détaillée. Dans le support qu'on vous enverra, vous aurez toutes les explications. En gros, sur un bâtiment de plus de 500 mètres carrés, il faudra installer environ 30% de panneaux photovoltaïques ou de toits végétalisés. Sur des immeubles de bureaux, on sera à plus de 1000 mètres carrés, dont de plus de 1000 mètres carrés, il faudra faire 30% de surface panneaux photovoltaïques. Sur des nouveaux parkings de plus de 500 mètres carrés, on sera à 50% de la surface en panneaux de photovoltaïques. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez vous dire qu'on va voir beaucoup de photovoltaïques apparaître dans les années à venir. Et puis, ça va encore s'amplifier avec la loi d'accélération, hein, donc c'est le but. Donc là, on va concerner des bâtiments existants, non résidentiels, de plus de 1500 mètres carrés, mais aussi toutes ces constructions neuves que je viens de lister. Finalement, la loi d'accélération des énergies renouvelables va s'appuyer sur la loi de résilience, mais amplifier le phénomène avec les constructions existantes et les parkings extérieurs qui seront de plus de 500 mètres carrés. Donc, il va y avoir des délais d'installation quand même, hein, pour se mettre en conformité, on aura entre 3 à 5 ans. Ça dépend du cadre réglementaire que vous regardez. Et il y a déjà des sanctions qui sont envisagées. Donc, pour des superficies de moins de 10 000 mètres carrés, où il n'y aurait pas de panneaux photovoltaïques d'installer, il y aura des amendes qui iront jusqu'à 20 000 euros. Et pour les superficies de plus de 10 000 mètres carrés, il y aura des amendes qui pourront aller jusqu'à 40 000 euros pour chaque année de non mise en conformité. Donc, comme vous voyez, l'État est en train de faire beaucoup bouger les choses en matière de réglementation. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier webinaire, je vous l'avais fait sur les obligations réglementaires. Il est en replay, il est accessible, donc vous pouvez encore le regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs chez Adesia qu'on a créé l'outil de simulation des obligations réglementaires qui est en libre accès, qui vous permet de regarder quelles sont vos obligations réglementaires sur le photovoltaïque, mais pas que. La deuxième question qui se pose maintenant qu'on a dit ça, c'est comment on finance pour se mettre en conformité, tout simplement. L'argent ne pousse pas sur les arbres, hein. Et du coup, c'est de là que des clients d'Adesia m'ont dit, bah oui, mais maintenant, comment vous m'aidez à trouver de l'argent? Donc, on a commencé à accompagner des clients d'Adesia sur ces sujets de recherche de financement, essentiellement autour du photovoltaïque, certainement du fait de l'explosion des obligations réglementaires et puis du prix de l'énergie. Il y a aussi le décret tertiaire, je pense, qui rentre en ligne de compte. Et d'ailleurs, les panneaux photovoltaïques peuvent aussi permettre de réduire ses émissions, sa consommation d'énergie et donc se mettre en conformité avec le décret tertiaire. Et donc, quand on a commencé à accompagner les clients sur cette recherche de financement, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de manques d'informations de nos clients. D'abord, une pléthore de subventions, des manques d'informations techniques. Et du coup, du fait d'un manque d'informations techniques, on s'est rendu compte que les leviers de rentabilité n'étaient pas forcément bien exploités. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté Monsieur Chauvet récemment et qu'il a accepté de vous présenter un peu les grandes lignes d'un projet photovoltaïque et de comment bien préparer son projet. Donc, je vais lui laisser la parole. Et puis, merci de votre participation à cette présentation. Merci, bonjour à tous. Merci de votre participation. Moi, je vais essayer d'aborder deux points essentiels. C'est comment anticiper l'installation d'une centrale photovoltaïque sur vos projets, les grandes lignes pour bien l'anticiper. Et puis ensuite, on fera un petit arrêt sur image sur l'autoconsommation individuelle qui permet notamment de participer aujourd'hui à la réduction de vos consommations dans le cadre du décret tertiaire, si on fait un petit rappel du contexte réglementaire, mais qui surtout aujourd'hui est une des solutions les plus pertinentes pour valoriser la production d'électricité photovoltaïque sur votre patrimoine. Donc, comment anticiper
Et pourquoi surtout anticiper une installation photovoltaïque sur votre projet? Ça permet d'avoir une installation solaire optimisée tout d'abord, en anticipant les budgets, les performances et l'assurabilité de la centrale sur votre patrimoine. Ça permet également, on vient d'en parler, de respecter la réglementation en vigueur, que ce soit sur les bâtiments existants, les bâtiments neufs et bientôt, enfin, et les parkings, pardon, depuis mars 2023. Si jamais vous ne souhaitez finalement pas faire l'installation à court terme, ça permet quand même de ne pas se fermer de porte et d'avoir une certaine valorisation de votre foncier en cas de revente du bâtiment derrière ou en cas de revente du site. Donc c'est quand même important d'avoir cette réflexion projet global et surtout foncier global. Il y a un surcoût négligeable en cas d'anticipation, notamment sur une construction neuve. On parle de 1% du coût global d'un bâtiment, ou une autre image, c'est de 5 à 6 euros du mètre carré sur un bâtiment industriel. Donc, c'est quelque chose qui se fait, on va dire, plus facilement que sur des bâtiments existants. Nous, notre vision là-dessus, c'est quand même aujourd'hui une façon de produire rapide et efficace à mettre en place. Donc, il faut, enfin, s'il y a un élément à retenir, c'est d'éviter de gâcher le gisement offert par les surfaces artificialisées, pardon, que ce soit en toiture ou en parking. On va s'arrêter là plus précisément donc en toiture de vos projets. Donc, si le fait d'anticiper l'installation, ça va permettre d'optimiser la construction, notamment sur l'orientation de votre construction, sur l'inclinaison de la toiture. Ça va aussi être un sujet important de l'intégrer avec les autres équipements en toiture. C'est vrai que bien souvent, il y a quelques années, on était appelé en dernier recours pour faire l'installation et on se retrouvait à devoir intégrer tant bien que mal l'installation, alors que si on l'anticipe, si on est intégré directement, enfin si le projet de centrale est intégré au projet de bâtiment, c'est plus simple à mettre en place et ça nous permet de travailler en corrélation avec les équipes de conception du bâtiment. Les points importants pour des installations en toiture, et là j'insiste, c'est évidemment de prendre en considération la surcharge structurelle que nécessite, notamment sur la charpente, enfin, qui est nécessaire pardon, pour pouvoir installer une centrale photovoltaïque, et puis la compatibilité du système de couverture avec le système d'intégration photovoltaïque. Ça c'est important, on est sous avis technique ou sous certification, et c'est important pour l'assurabilité de votre installation. Derrière, les points essentiels aussi, ou en tout cas les points d'attention, c'est tout ce qui est locaux techniques et cheminement des câbles, et les accès à la centrale ou à la toiture pour l'exploitation de la centrale. Alors pour l'installation dans un premier temps, évidemment, mais pour l'exploitation derrière de la centrale, car on parle aujourd'hui de centrales qui vont avoir une durée de vie de 25 à 30 ans minimum. Pour, pour ce qui est ombrière de parking, alors juste refaire un petit point sur la réglementation. Donc depuis mars 2023, c'est tous les parkings assujettis à l'obligation, c'est tous les parkings de plus de 1500 mètres carrés en surface. Du coup, qu'il faudra équiper, ou en tout cas avoir une réflexion photovoltaïque sur ces parkings-là. Et donc là aussi, l'anticiper, c'est important parce que ça va impacter l'aménagement de votre site, la conception et l'organisation du parking. Il faut l'anticiper parce qu'il va y avoir aussi des infrastructures VRD à passer pour les raccordements. L'avantage des ombrières comparé en termes comparé aux toitures, par exemple, alors dans certains cas, les toitures, ben, l'installation n'est pas visible, alors que les ombrières, il y a une notion de communication qui peut être faite. Et puis, ça améliore le confort des clients et collaborateurs qui utilisent ce parking. On voit aussi pas mal de sujets arriver avec l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et donc l'intégration de ces infrastructures à des ombrières de parking.
Et puis le dernier point, c'est une petite différence entre deux projets deux conceptions de projet en 2021 et aujourd'hui en 2023. Donc avant le raccordement au réseau public et le dimensionnement des infrastructures électriques était fait par rapport aux futures consommations du site. Aujourd'hui, suivant les réglementations, suivant les besoins également, il faut intégrer la conception photovoltaïque car on se rend compte que le raccordement sera sûrement dimensionné ou en tout cas l'installation photovoltaïque pourra être dimensionnante par rapport au raccordement. Donc, point de vigilance là-dessus. C'est pareil, si vous l'anticipez bien, c'est des frais qui seront maîtrisés dans le temps et dans la durée du projet. Du coup, une fois qu'on a installé cette centrale photovoltaïque, que fait-on de la production? Donc, un des outils les plus efficaces, je dirais, les plus pertinents d'un point de vue économique, c'est l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, c'est la centrale, pardon, est raccordée directement sur l'installation électrique du site, sur le réseau privé du propriétaire. Et l'électricité faisant le chemin le plus court, la production est directement consommée par les usages pardon, électriques du site, l'éclairage, ventilation, etc., chauffage, sans passer par le réseau public. L'éventuel surplus, du coup, que l'on voit schématisé en deux, est réinjecté et valorisé sur le réseau public. Si la centrale est dimensionnée ainsi. Il n'empêche qu'une installation en autoconsommation est complémentaire du réseau public. Il faut conserver un raccordement au réseau et un abonnement, évidemment, pour pouvoir être utilisé pour l'ensemble des besoins du site. En termes, pour le schématiser, enfin, en tout cas pour essayer de vous expliquer le principe économique, il y a deux possibilités de vous l'expliquer. Donc j'ai ce petit schéma là qui représente une journée de fonctionnement d'un site avec en bleu les consommations qui proviennent du réseau. Et on voit en jaune la production qui commence à venir le matin, qui atteint son maximum à midi et qui rediminue vers le soir. Donc la production photovoltaïque autoconsommée vient bien remplacer la demande réseau. On comprend aisément que la nuit, on aura toujours des besoins du réseau. Et par contre, en journée, sur une journée bien ensoleillée, on va venir être, entre guillemets, autonome sur cette période, sur ce laps de temps et ne pas avoir de demande réseau durant cette période-là. Mince, pardon. Le surplus peut éventuellement être revendu ou stocké comme je vous l'ai dit auparavant. Et donc d'un point de vue économique, on a donc sur une période de 20 ans par exemple une facture d'électricité sans action, un volume important de factures d'électricité. Et si on, dans cet histogramme de droite, pardon, une image de la facture d'électricité réduite par une moins forte demande réseau liée au projet d'autoconsommation. Il faut intégrer à ça le coût total de revient photovoltaïque, donc le coût d'investissement et les frais d'exploitation sur 20 ans de la centrale. Et donc l'économie est liée, c'est bien la différence entre une facture sans action et une facture réduite, intégrant les coûts total de revient de l'installation photovoltaïque. Et donc c'est là qu'on va voir l'économie du projet photovoltaïque en autoconsommation. On peut y intégrer également la valorisation du surplus sur le réseau public. Donc pour résumer, le consommateur produit et consomme sa propre électricité. L'intérêt, dès que le coût de revient de l'électricité produite est inférieur au prix de l'électricité fournisseur, 1 kWh autoconsommé, c'est égal à 1 kWh non acheté sur le réseau. Le surplus de production peut être valorisé, mais quand même nécessité de conserver un contrat de fourniture d'électricité. Pour aller plus loin, du coup, voici un exemple de projet en autoconsommation dans la région. Donc, en termes de visuel, on peut retrouver celui que je viens de vous présenter. Donc, en orange saumon, là, les consommations du site, et en bleu, la production photovoltaïque qui vient être autoconsommée, en bleu foncé, et en bleu ciel, le surplus.
Donc sur ce projet, l'installation photovoltaïque couvrait 29% des besoins. Donc c'était une centrale d'une surface de 900 mètres carrés et pour un investissement aux alentours de 355 000 euros. La production annuelle était de 211 mégawattheures et donc le coût de revient de l'électricité, c'était 106 euros du mégawattheure versus un coût d'achat sur le réseau à 257 euros du mégawattheure. Donc pour chaque mégawattheure, on avait 150, pour chaque mégawattheure, pardon, économisé ou autoconsommé, on avait 150 euros du mégawattheure d'économie, ce qui représentait annuellement une économie de 25 000 euros environ. Voilà un cas concret, je dirais, de projet en autoconsommation. Et donc, nous, pour vos projets, on peut vous accompagner en tant que cabinet d'ingénierie et de conseil en énergie solaire. On est basé à Mouilleron, on est 21 collaborateurs à travailler à 100% pour des projets photovoltaïques. Et on intervient dans le cadre d'un déploiement de projet en étude de faisabilité et ensuite en maîtrise d'œuvre, donc tout ce qui est consultation des entreprises, analyse des offres, négociation et suivi des travaux. Et derrière, on peut également vous accompagner en assistance à exploitation sur vos centrales, de manière à voir si la centrale dimensionnée produit bien l'énergie escomptée. On est totalement indépendant et on intervient sur tout le territoire français. Petite particularité, petite singularité, on développe nos propres outils de dimensionnement. Les extraits, les courbes que vous avez vues auparavant sont directement issus de nos outils de modélisation, de dimensionnement des projets, modélisation énergétique et économique. Et donc, à chaque étape d'un accompagnement, en opportunité, en étude de faisabilité, en suivi de travaux et en suivi d'exploitation, on s'appuie sur Girosun, une suite d'outils qui est développée en interne. On a deux personnes, deux ingénieurs informatiques qui développent ces outils. Et donc pour terminer, une petite cartographie ou image de nos clients. Donc on intervient pour les entreprises, pour les collectivités et pour les producteurs d'énergie solaire, comme Vendée Énergie localement. Pour les entreprises, on intervient soit pour des grands groupes nationaux, soit pour des projets monosites. Et peu importe l'envergure, je dirais, on essaye d'adapter notre accompagnement suivant vos besoins. C'est à tiroir, hein, on peut vous accompagner que pour l'étude ou pour la totalité. C'est suivant les besoins. Je vous repasse la main, du coup. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, comme vous le voyez, c'est important de prendre le temps de préparer votre projet en amont, notamment pour les questions d'assurance et puis de rentabilité de votre projet. Je vous l'ai dit, hein, mes collègues sont experts comptables, donc le sujet économique pour l'entreprise, c'est le cœur du sujet pour ADECIA, mais aussi pour nos clients. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on peut faire de la RSE tout en faisant aussi de l'économie et de la pérennité financière pour son entreprise. Et ce type d'accompagnement vous permettra vraiment de vous prémunir de risques techniques, mais aussi vous permettra d'avoir une réflexion à 360 degrés de l'approche que vous voulez avoir pour votre projet. Et je vais faire un peu le contre-plan de ce qui vient d'être décrit et un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je tiens à ce que à transmettre cette information parce que ce que je vais vous dire là n'est pas une caricature malheureusement. C'est vraiment des constats que j'ai sur la totalité des projets. Alors pas tous ces problèmes-là d'un coup, mais tous les projets ont au moins plusieurs de ces problèmes-là, sachant que j'ai un projet de photovoltaïque qui vient sur mon bureau à peu près tous les jours, voire 2, voire 3 projets de photovoltaïque tous les jours sur mon bureau. Donc, ce que je constate, c'est que, étant donné qu'il y a un marché du photovoltaïque qui est en train d'exploser, il y a beaucoup de professionnels du BTP notamment qui sont en train de proposer ce type d'offres. Le problème, c'est que ils peuvent facilement faire des devis, c'est-à-dire vous leur dites j'ai telle surface de mètres carrés, ok, je peux vous mettre tant de panneaux et ça vous fera tant de puissance électrique.
Sauf que ça ne suffit pas. Il y a d'abord le fait que de faire un devis du nombre de panneaux qu'il vous faut, ça ne va pas suffire à savoir faire un prévisionnel de votre projet. Et ça ne va certainement pas suffire à vos échanges avec votre banque, qui, elle, veut savoir en termes de rentabilité et d'amortissement du projet, comment ça va se passer. Ça peut aussi bloquer votre demande de prêt, parce que tout simplement, vous allez envoyer vos devis, et puis le banquier en face, il n'est pas énergéticien, c'est pas son métier, le bureau d'études. Donc, il va pas savoir quoi répondre. Et puis, il y a des projets comme ça qui restent bloqués par manque d'informations réciproques et d'impossibilité de communiquer, puisque chacun son métier. L'autre sujet, c'est au niveau juridique. Il y a plein de choses qui existent. D'abord, est-ce que votre entreprise va exploiter les panneaux ou est-ce que vous allez créer une société d'exploitation spécifique? Ça s'appelle une SPV, voilà. Je ne vais pas le faire en anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc peut-être que c'est plus intéressant de le faire comme ça pour obtenir votre prêt. Il y a aussi d'autres formes d'autoconsommation, plus d'un point de vue juridique aussi, sur la boucle locale, par exemple, où vous pouvez faire une association avec la crèche à côté ou une autre entreprise à côté de la vôtre pour justement, quand vous consommez pas au maximum, par exemple le week-end ou le soir, enfin le soir, il n'y a pas de soleil, mais le week-end, par exemple, eh ben, peut-être que ça va intéresser les l'EHPAD à côté d'utiliser l'énergie que vous avez produite. Donc, ça permet ce type d'arrangement. Il y a aussi la contractualisation avec Enedis qui est importante. Par exemple, quand vous faites votre prévisionnel, il faut savoir que le temps de raccordement à Enedis, c'est de 6 mois. Donc, forcément, ça change la donne sur la viabilité économique de votre projet. Il n'y a généralement pas d'étude de faisabilité de fait. Monsieur Chauvet l'a évoqué sur la structure de votre charpente et sur le système de couverture et l'accessibilité pour la maintenance. Donc, c'est un vrai sujet. Encore une fois, je ne caricature pas. Beaucoup de clients sont dans le BTP et veulent faire une extension de leur bâtiment ou veulent installer sur un bâtiment existant et me disent bah non, mais la charpente, elle tiendra. Bah oui, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Oui, mais la charpente, elle est neuve. Oui, mais la charpente, elle n'a pas été pensée pour accueillir un panneau photovoltaïque. Donc, il faut quand même faire une étude de faisabilité technique, c'est super important. Et puis, au niveau de l'assurance, vous y gagnerez aussi. Et puis, je vais faire un peu vite, mais voilà, une fois qu'on sait tous les leviers d'autoconsommation qu'il peut y avoir, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux revendre ou autoconsommer? Il faut regarder dans le temps comment vous allez amortir votre projet. Vous pouvez faire aussi ce qui s'appelle des PPA, Power Purchase Agreement. Voilà, bienvenue les anglo-saxons. Tout simplement, ce sont des contrats de vente de gré à gré, donc d'entreprise à entreprise. Ça aussi, ça peut être super intéressant si vous avez plusieurs sites pour votre entreprise et même à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Vous pouvez considérer de revendre de l'un à l'autre sans passer par Enedis. Donc pareil, c'est assez administratif, mais n'empêche que d'un point de vue rentabilité, c'est très intéressant. Et puis, il y a une méconnaissance claire du manque une méconnaissance du système de subvention et d'aide publique. Ça marche à peu près pour tous les autres projets de la RSE, y compris le photovoltaïque, puisque il y a pléthore d'offres et de subventions. Donc, pour éviter tout suspense malsain, je vais dire juste une information, c'est qu'il n'y a pas de subvention sur les panneaux photovoltaïques, puisque j'ai déjà eu des cas de professionnels qui avaient signé leur devis en pensant qu'ils auraient des subventions. Non, ça n'existe plus. Ça ne passe que par la revente à Enedis ou alors par des primes à l'autoconsommation. Mais il n'y a plus de subventions directes pour acheter des panneaux photovoltaïques. Donc clairement, tout ça fait qu'il y a beaucoup de leviers de rentabilité qui ne sont pas exploités dans les projets et c'est dommage puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis ça facilite l'accès aux prêts bancaires. Donc qu'est-ce qu'on propose chez Adesia pour pallier à tout ça dans la recherche de vos financements? Donc ça marche pour le photovoltaïque, mais aussi pour tout type de projet RSE. D'abord, on vous accompagne pour la faisabilité financière de votre projet, c'est notre métier, mais aussi pour la faisabilité technique. On a un réseau de contacts comme Soc Solar, mais aussi d'autres bureaux d'études pour d'autres types de projets. Donc c'est une première phase qu'on peut vous accompagner. Ensuite, bien entendu, on regarde avec vous, on vous accompagne pour estimer la rentabilité énergétique et économique de votre projet. Donc là aussi, on a beaucoup d'outils et de contacts pour vous permettre de subventionner votre projet, sauf
photovoltaïque. On a même des outils pour cartographier les aides publiques. Et puis derrière, on peut appeler directement l'ADEME, directement la région pour vous aider à accélérer votre demande de subvention. Et puis, bien entendu, sur le point de vue administratif, on vous aide et on vous fait vos dossiers de demande de subvention. On présente votre projet à des banques pour vous donner le choix et on vous aide dans les démarches juridiques. Et en bout de course, l'idée, c'est que vous puissiez mettre en œuvre votre projet de façon éclairée. Donc, ça veut dire que vous pourrez choisir vous-même de manière éclairée si vous préférez faire de la revente ou de l'autoconsommation et de quelle façon. Vous pourrez choisir entre plusieurs banques si vous demandez des prêts. Et puis, surtout, Monsieur Chauvet l'a dit, vous aurez aussi à la fin le choix de choisir la solution technique et l'installateur avec lequel vous voulez travailler. Et donc, voilà, ma petite surprise, c'est que pour toutes ces étapes-là, on ne se rémunère qu'en commission sur réussite. Ça veut dire que vous ne recevez de facture pour ce type d'accompagnement qu'à la fin, quand vous obtenez des financements pour tout ou partie de votre projet, que ce soit des subventions ou un financement bancaire. Et donc, c'est un gain de temps pour, si vous avez une TPE, par exemple, où c'est un gain de temps, c'est un gain de légitimité quand vous allez présenter votre dossier. Et puis nous, on vous gagne du temps aussi parce que si on refuse d'accompagner le dossier, c'est qu'on sait que vous n'aurez pas de financement au bout, puisqu'on se finance que sur la réussite. Je précise toutefois que c'est hors frais de dossier, notamment de bureau d'études ou de choses comme ça. Donc attention, si vous avez un projet RSE, que ce soit RSE de manière générale, un véhicule, isolation de bâtiments, mise en place de systèmes de recyclage de déchets ou de photovoltaïque, surtout contactez-nous le plus vite possible. Je vous laisse apprécier le clin d'œil cinématographique. Il n'empêche que je l'ai dit, hein, j'ai des clients qui sont un peu précipités, qui ont signé leur devis et puis qui m'ont appelé après. C'est un peu trop tard. Ou qui n'ont pas pris en compte les délais de raccordement Enedis. Des clients qui pensent qu'ils vont avoir une aide publique et puis en fait, elle n'existe que sur Internet, puisqu'il y a un système d'entonnoir entre ce qu'il y a sur Internet pour les informations nationales générales, ce qui se passe dans les régions et puis ce qui se passe à l'échelle du conseiller, notamment en termes d'enveloppe disponible. Et le problème, c'est que tout ça, ça conduit aussi à des dossiers qui sont mal présentés, incomplets, ou qui manquent des éléments techniques. Et face à, je l'ai dit, hein, mais je le répète, des banquiers qui aussi ne sont pas énergéticiens et qui du coup vont pas être rassurés par le dossier qui est incomplet ou mal présenté. Donc, ce type d'accompagnement, l'intérêt, c'est que vraiment, vous allez gagner dans la qualité de vos dossiers, à point de vue technique et financier. Et vous allez aussi avoir de la légitimité parce que c'est votre expert comptable qui va venir défendre votre projet auprès de banques et auprès de financeurs publics. Et nous, on vous fait bénéficier des contacts privilégiés qu'on peut avoir. Et tout ça, le risque est minime pour vous et pour votre banque, puisque tout le monde est rassuré. Et puis, bien entendu, on reste aussi une entreprise, hein, c'est une société, ADECIA. Donc, nous, on sélectionne aussi des projets qui vont garantir une certaine réussite. Gardez bien à l'esprit que là, on vous a parlé de photovoltaïque, mais que l'accompagnement que je viens de décrire peut couvrir tout type de projet, hein. Et j'aurais tendance à vous dire, si ça ressemble à de la RSE, c'est sûrement de la RSE, puisqu'aujourd'hui, la RSE couvre énormément de sujets, l'énergie, l'écologie, la biodiversité, les déchets, mais aussi tout ce qui est social. Travail du handicapé, égalité, parité, et j'en passe. Tout ce qui est droit du travail, etc., fait partie de la RSE. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets ou des projets, n'hésitez pas à me contacter au sein d'ADECIA. Et bien entendu, si vous avez besoin de précision, Monsieur Chauvet reste disponible aussi. Donc, ce qui va se passer à la fin de ce webinaire, c'est qu'on va vous envoyer le replay et puis le support avec des slides supplémentaires. Et puis, on donnera nos coordonnées mutuelles pour que vous puissiez nous contacter directement. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, donc tout est bon à prendre. D'ailleurs, on va avoir un petit peu de temps pour ça. L'ironie du sort, en préparant ce webinaire, je vous ai parlé du livre de Jean Covici sur le monde sans fin. Et bizarrement, j'ai eu une notification
sur mon ordinateur pour cet article paru dans Les Échos, je crois. J'ai trouvé très intéressant que l'image se ressemble autant. Et le titre, c'était l'inquiétant sur place des bilans carbone des entreprises. Donc, ça me permet de vous faire un petit peu de teasing pour vous dire que en 2024, je ferai un webinaire sur le bilan carbone. Qu'est-ce que c'est, mais aussi sur un support qu'on a développé chez Adesia qui s'appelle le Check-up Carbone et qui va pouvoir s'adresser à des TPE, des petites PME aussi, ou même des PME un peu plus importantes qui ne veulent pas s'engager dans un énorme bilan carbone, mais qui veulent commencer à regarder où ils en sont de leurs émissions d'équivalent CO2, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc on a tenu 45 minutes. C'est plutôt bien comme présentation. On peut s'auto-féliciter. Si vous avez des questions, du coup, on est disponible pour vous répondre.